quelques encablures de New Delhi, la capitale, cette résidence de luxe s'apprête à accueillir l'un des mariages les plus attendus de l'année, dans la plus pure tradition indienne. Un écrin multicolore pour célébrer l'alliance de deux familles fortunées du textile, devant près de 1000 convives triés sur le volet. Et maintenant, dansons à l'honneur du jeune prince qui va se marier. Le fiancé porte le dernier accessoire à la mode chez les nouveaux riches indiens. Un collier de billets de banque pour affirmer puissance et prospérité. Montrer son argent, c'est l'activité préférée de l'invité d'honneur, ce jeune millionnaire barbu, le cousin de la mariée. Evan Luthra se définit lui-même comme un serial entrepreneur d'Internet. Il a fait une donation très conséquente au couple. Evan est comme mon frère. Il nous a beaucoup aidés. Je l'adore. Je suis fière de lui, vraiment très fière. Dès qu'il fait un pas désormais, il distribue des enveloppes. À 22 ans, Evan prétend gagner près d'1 million d'euros par mois et voyage 2/3 de l'année hors du pays. Mais il n'aurait raté la noce pour rien au monde. Je tiens à revenir pour ce genre d'événement. Je ne veux pas perdre de vue l'endroit où je suis né, où j'ai grandi. Vous savez ce qu'on dit ? Malgré ton succès, n'oublie pas d'où tu viens. Ce genre de mariage dure au moins une semaine. C'est toujours très extravagant. Moi aussi, j'aimerais me marier de cette façon. Un gros mariage indien, comme on dit. Ouais, j'adorerais ça. Un pied dans la tradition, un autre dans l'excès. Ce soir, Evan a invité plusieurs amis étrangers, entrepreneurs et voyageurs comme lui. Il multiplie photos et vidéos sur les réseaux sociaux pour les fans d'Evan. Le jeune homme en a plusieurs centaines de milliers sur Instagram. Cette fête est dingue. Evan, je veux te remercier de nous avoir invités ici en Inde. C'est l'une des expériences les plus folles de ma vie. Un immense merci. De rien, vous êtes toujours les bienvenus. Maintenant, on va boire, on va danser, on va s'éclater. Salut à vous tous. Allez, boire. Boire. Evan a le goût de la fête, du luxe et de l'argent. Il incarne la réussite insolente des hommes d'affaires indiens pressés de s'enrichir. En Inde, on les appelle les nouveaux Maharajas. Riches, adulés, mégalomanes, ils n'ont rien à envier à leurs aînés, les anciens maîtres de l'Inde, même si leur style est radicalement différent. Depuis 2015, l'Inde est à la 3e place dans le classement des milliardaires de la planète, derrière les États-Unis et la Chine. Grâce à la croissance économique fulgurante que connaît cet immense pays depuis les années 2000, il y a 4 fois plus de milliardaires indiens aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Tout le palais nous appartient. C'est pour cela que je change de chambre à chaque fois que je viens ici. Alors que 400 millions d'Indiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils font rimer tradition et mondialisation avec succès et excès. Depuis mon enfance, on m'a entraîné pour que je reprenne les rênes de cette entreprise. Gautam Singhania, le descendant d'une vieille famille de marchands, règne sur le textile indien. Sa fortune a été multipliée par 10 en 10 ans. Champagne et caviar pour tout le monde. Les milliardaires indiens adorent les joujoux qui coûtent cher. Pour un anniversaire, j'ai même vu quelqu'un dépenser plus de 25 millions d'euros. Mais au pays de Gandhi et de Mère Teresa, ces folles dépenses passent mal. D'autant que les maîtres du pays sont aussi les champions du monde de l'évasion fiscale. Le milliardaire flambeur ne payait pas ses dettes. Le roi des alcools, Vijay Mallya, a préféré l'exil doré pour échapper au fisc et à la prison. Nous avons retrouvé sa trace en Angleterre. Pourquoi vous ne rentrez pas en Inde pour vous présenter devant la justice? Mais pourquoi il n'y a rien contre moi? La révolution, c'est que les maîtres de l'Inde ne sont plus seulement des héritiers. Cette femme est un symbole. Kalpana Saroj est issue de la caste des Intouchables, une communauté méprisée qui vit dans la misère. Elle est aujourd'hui à la tête d'un empire de l'immobilier à Bombay. On a été considérés comme des esclaves.
Je suis contente de m'être battue et d'avoir écrit un peu l'histoire. Qui sont ces femmes et ces hommes d'affaires indiens que rien ne semble pouvoir arrêter? Quels sont leurs secrets? Pendant des mois, nous avons enquêté dans ce cercle très fermé des nouveaux nababs. Noida, en banlieue de Delhi. Derrière ces grilles, ce quartier résidentiel est celui des nouvelles fortunes indiennes, avec son espace sécurisé et ses gardes privés. C'est sur la terrasse du domicile de ses parents que nous retrouvons Evan Luthra, le jeune et riche entrepreneur fêtard. Merde. Je sais pas comment le faire atterrir. Evan est très occupé par son nouveau jouet, un drone dernier cri, acheté 2 000 €. Allez, bouge-toi. Il me faut retrouver la pièce manquante. Il est abîmé? Ouais, j'ai l'impression qu'il est cassé. Je le saurai la prochaine fois que j'essaye de le faire voler. C'est dans ce duplex de luxe, avec vue imprenable sur la capitale, que vit Evan, avec son père et sa mère. Sa famille appartient à la communauté sikh, une minorité religieuse connue pour son sens des affaires. Son père, entrepreneur, a fait fortune dans la mode et le textile, et le jeune homme a choisi très tôt de suivre ses traces. À l'âge de 12 ans, il crée sa première application pour smartphone. Il arrête ses études après le lycée pour continuer à monter des boîtes. Son ambition, il la résume à cette série de chiffres. Ce sont les objectifs que je me suis fixés. À 21 ans, je veux gagner 1 million par mois. Je n'en suis pas très loin. À 23 ans, ce sera 1 million par semaine. Et à 25, 1 million par jour. En attendant de devenir milliardaire, le jeune homme pressé affiche sans complexe sa réussite, comme pour provoquer la fortune. Evan adore tout ce qui brille et voit cela comme un investissement. J'aime le noir et l'or. Ce sont mes couleurs. C'est pour ça que j'ai personnalisé mon iPhone avec cette protection en or massif. J'ai payé 11 000 € pour ça. Mais quand je le revendrai, cela vaudra beaucoup plus cher. Cela prend de la valeur chaque année. Pour moi, c'est un capital. Son autre péché mignon, ce sont les peaux de reptiles, avec un petit peu de dorure autour, évidemment. C'est du python. C'est illégal ici, je pourrais aller en prison, mais personne n'y fait attention. Et il y a beaucoup de gens qui en portent. Ce sac, il m'a coûté 8 000 $. Mais là aussi, ça ne perd pas de sa valeur. Je pourrais le revendre pour beaucoup plus. Surtout qu'il y a mes initiales dessus. Arrivé au siège de l'entreprise familiale, qui héberge les bureaux du jeune homme. Le secret de la réussite d'Evan, c'est l'explosion des services pour téléphone portable et la main-d'œuvre pas chère. Dans les sous-sols du bâtiment, il a installé une équipe d'informaticiens spécialisés dans la création d'applications mobiles. Une vingtaine d'ingénieurs, payés environ 500 € par mois. Ce matin, il est concentré sur l'amélioration d'un nouveau projet. Ce que je veux faire, c'est ajouter de nouvelles fonctions à l'application. Je veux que l'utilisateur soit capable de consulter son compte et qu'il puisse en un clic avoir tout l'historique de ses réservations. Vous pouvez me dire combien de temps ça va prendre ? 1 mois, je dirais. Bottle Pop, sa dernière trouvaille, cible la jeunesse dorée des grandes capitales. Cette application permet de réserver des carrés VIP en boîte de nuit. Elle est destinée aux gens qui sortent entre amis avec l'intention de dépenser beaucoup d'argent et que tout le monde le sache. Bottle Pop leur permet de faire tout ça en un seul clic. Pour faire plus d'argent, plus vite, Evan achète les idées des autres. Il a pris des parts dans plusieurs dizaines de start-up, ramasse une partie de leurs bénéfices et regarde son argent fructifier. J'ai investi 19 000 $ dans une entreprise récemment. Aujourd'hui, cela vaut 2 millions de $. Mon investissement a été multiplié par 20. Son sens des affaires, il l'avait dans les gènes grâce à son père, entrepreneur dans la mode. Bonjour papa, tu vas bien ? C'est lui qui lui a fourni une mise de départ pour se lancer. Dans cet atelier sont fabriqués des vêtements pour des marques de prêt-à-porter américaines. Au départ sceptique,
Le père est aujourd'hui épaté par la trajectoire éclair de son fils. Oui, il réussit beaucoup mieux que ce que je n'aurais jamais pensé. Des jeunes de son âge ne savent pas quoi faire. Lui, il a un but et il est concentré dessus. Si la réussite du fils ravit le papa, sa façon de dépenser a plus de mal à passer. Dans la famille, religion et tradition ont une place importante. Autre génération, autre style. En Inde, ce n'est pas bon de flamber, dépenser trop d'argent. À l'étranger, ce n'est pas un problème, les gens s'en moquent. En Inde, vous achetez une voiture et le voisin va regarder en se disant « Ah tiens, il a acheté une grosse voiture ». L'année dernière, il a passé 240 jours à l'étranger, pourquoi pas? Mais sur les 120 jours qu'il passe ici, on lui demande de suivre et de respecter notre mode de vie. Sa mère est toujours derrière lui pour ça, à lui dire de respecter les traditions. Les traditions attendront. Le jeune homme prépare ses prochains voyages en Europe et aux États-Unis, où il pourra assouvir son appétit pour la flambe. Si les nouveaux riches indiens aiment tant le clinquant, c'est qu'ils prennent exemple sur les anciens maîtres du pays, les vrais Maharajas, dont la richesse se mesurait au faste de leur palais. Aujourd'hui encore, ils détiennent d'immenses domaines au Rajasthan, le royaume des grandes familles Rajput. Voici l'un des plus beaux palais du Rajasthan, celui de la famille Alcissar. Cousins des Maharajas de la ville de Jaipur, les Alcissar règnent sur ces terres depuis plus de 3 siècles. Ils tentent aujourd'hui de conserver leur style de vie princier. Quand le roi n'est pas là, le drapeau reste en bas. Mais il est au palais en ce moment, alors on le lève. Apportez-moi mon petit déjeuner, rapidement. Abhimanyu, 32 ans, l'aîné de la famille, débute toujours ses journées de la même manière, avec argenterie et serveur en uniforme. Un repas au pied du lit en compagnie de son petit frère. Si je vais prendre mon petit déjeuner en bas dans la salle à manger, tout le monde vient me voir pour me demander des choses. Et je déteste ça. Pour moi, le premier repas de la journée doit se dérouler dans un silence total, avec uniquement les personnes qui vous sont chères. Le père d'Abhimanyu a transformé le palais en hôtel il y a 15 ans et confié la gestion à son fils aîné. Une cinquantaine de chambres à 150 € en moyenne. Abhimanyu a étudié l'hôtellerie dans les plus grands palaces. Il est très pointilleux. Je dors dans une chambre différente à chaque fois que je viens ici, pour vérifier que tout roule. Les gens viennent ici pour vivre comme un Maharaja, pour vivre comme moi. C'est pour ça que toutes les chambres sont différentes ici. Chacune d'entre elles témoigne de ma passion pour le style et pour tout ce que j'entreprends. Des vacances de Maharaja, c'est la promesse de la famille. Mais l'entretien de ce palais du XVIIe siècle coûte une fortune, d'autant que le jeune homme veut le meilleur. Ici, c'est le Darbar, la salle de réception du palais. C'est ici que les gens venaient rencontrer mon grand-père. Et vous pouvez y voir tous les portraits de mes ancêtres. Nous avons utilisé environ 14 000 feuilles d'or pour restaurer cette pièce. Cela nous a pris 1 an pour rendre au Darbar son cachet d'antan. Rien que pour ces feuilles d'or, la famille a dû débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, pour payer ces lourdes factures et se différencier des hôtels montés par d'autres aristocrates, Abhimanyu a eu une idée un peu folle. Monter un festival de musique électro dans son palais, une grande première. Ce matin, plusieurs centaines de petites mains sont à pied d'œuvre. Les concerts doivent débuter dans moins de 24 heures dans différentes zones du palais. Alors c'est à partir de cette console que la magie va opérer, c'est ça? Vous vous êtes installé ici pour le son? Oui, pour qu'il se diffuse parfaitement. Génial.
L'idée du festival lui a été soufflée par une star du rock'n'roll qui est aussi un homme d'affaires avisé. Nous prenions un verre, le Maharaja de Jodhpur, moi et Mick Jagger. Mick venait d'apprendre que mon père venait de me donner la responsabilité du palais. Et il a fait « Waouh! Vous devriez organiser un festival là-bas. » On y va? Quelques heures avant l'arrivée des premiers festivaliers, Abhimanyu part en tournée d'inspection au volant de sa Jeep, comme les princes d'antan qui visitaient leur terre. Il faut que vous nettoyiez cet endroit. Ça sera fait demain. Là, on fait l'autre côté. Le prince a demandé à de jeunes artistes de décorer certains murs du village. Magnifique, c'est magnifique. La dernière fois, il y avait des rôdeurs par ici. Je ne veux pas de ça cette fois. L'accueil doit être à la hauteur. 3000 fans de musique sont attendus, des jeunes branchés de la capitale pour la plupart, qui ont déboursé plus de 100 €, une somme en Inde. J'ai fait monter 700 tentes cette année, avec une vue imprenable sur le palais. La réputation du festival a dépassé les frontières de l'Inde. Pour cette 3e édition, une quarantaine de DJ ont répondu à l'appel du prince, venus de partout dans le monde. Ces 2 artistes expérimentaux arrivent du Luxembourg. Le festival débute tout juste. On trouve dans le public quelques Français éblouis par l'accueil d'Abhimanyu. Et vous connaissez le prince avant? Non, pas du tout. C'est le prince. Enchanté, le prince. Ah bah tiens, c'est lui donc le propriétaire des lieux. Ouais. C'est magique, hein, le lieu, il a l'air magique, l'endroit, la décoration, en plus c'est le désert autour, c'est complètement ça, c'est magnifique. L'obsession du prince était de faire parler d'Al-Sissar. Le pari est aujourd'hui réussi. La musique, ça me fait vibrer, comme une drogue, surtout quand elle se joue chez moi. Et je crois que le festival a fait connaître le nom d'Al-Sissar dans le monde entier. Prochain défi pour Abhimanyu, le prince mélomane, l'organisation d'un festival de musique traditionnelle dans un autre palais de la famille. Alors que les rois indiens figuraient parmi les plus grosses fortunes du monde au début du XXe siècle, ils doivent aujourd'hui faire de la place à des fortunes parties de rien. Des descendants de castes de serviteurs ou même d'intouchables, la catégorie la plus basse de la société indienne. Des destins qui rappellent le film Slumdog Millionnaire. Dans ce village, à 10 heures de route de Bombay, la majorité des gens vit de la terre, dans une pauvreté endémique. C'est pourtant ici qu'a commencé l'une des ascensions sociales les plus incroyables de l'Inde moderne. Ce village a vu naître Kalpana Saroj, aujourd'hui à la tête d'un empire immobilier de 300 millions d'euros. Son père était agent de police, la famille ne possède pas de terre. C'est ici que je suis née, dans cette maison. Nous l'avons conservé en l'état. Je veux pouvoir me souvenir d'où je suis partie pour me rappeler de ma progression. La seule habitante de cette hutte en torchis est sa tante, âgée de 85 ans, qui ne veut pas partir d'ici malgré l'argent de la nièce. Le foyer n'a pas changé, c'est comme autrefois. Elle utilise ce bois pour cuisiner. Elle prépare sa nourriture toute seule. Elle va chercher son eau. Elle ne veut dépendre de personne et elle gagne elle-même ce qu'elle dépense. Comment tu vas? Tu te sens bien? Oui? Oh, je suis si fière de toi. Son retour au village provoque l'attroupement. Mais à sa naissance, Kalpana partait avec un énorme handicap,
Elle a grandi dans une communauté marginalisée depuis toujours, les Intouchables. Cette rigole que vous voyez, c'est la ligne de démarcation du village. Ceux qui habitaient de ce côté, c'étaient les gens de caste supérieure. Et ceux de l'autre côté, c'étaient les basses castes, les intouchables. En Inde, les Intouchables sont les derniers dans la hiérarchie sociale hindoue. Une population méprisée, considérée comme impure, qui est cantonnée aux tâches les plus ingrates. Mon grand-père avait l'habitude de travailler pour des gens de haute caste. Et quand nous étions petits, nous le suivions. Mais nous ne sommes jamais rentrés dans la maison de ces gens. On était parqués à l'extérieur, dans une zone bien définie. Nous avions l'interdiction de toucher leur nourriture. Et quand on avait soif, ils nous donnaient des verres que nous étions les seuls à utiliser. Kalpana revient régulièrement dans son village pour organiser des journées de bienfaisance. Ce matin, elle inaugure un camp médical provisoire qui offre des soins ophtalmologiques gratuits et des lunettes. Comment allez-vous? Je vais bien, j'ai juste un problème avec mon œil droit. Vous voyez correctement? Alors on va mettre des lunettes, ça devrait aller mieux. C'est bon, ça va? Le premier hôpital est à 2 heures de marche d'ici. Cette journée est un vrai luxe pour les villageois. J'ai vu la pauvreté de près. Je connais très bien les problèmes de ces gens. Alors, dès que j'ai du temps libre, je fais ce que je considère comme un devoir. J'essaie de les aider, d'aider ma communauté. Soins pour les yeux, examen de santé, collecte de sang. Tout est pris en charge par Kalpana. Un banquet est même servi sous une tente élevée pour l'occasion. Le village prend un air de fête autour de l'enfant du pays. Elle sert elle-même le repas. Allez-y, vous pouvez commencer à manger. C'est un nouveau menu cette fois. Le roman de Kalpana Saroj, c'est celui d'une petite fille qui s'est rebellée contre un destin qui était tout tracé. Mariée à l'âge de 12 ans, elle part vivre dans un bidonville et subit des violences de la part de sa belle famille. Son père lui obtient un divorce, mais le retour au village ressemble à un calvaire. Les gens ne pouvaient pas comprendre que je sois de retour. Aujourd'hui encore, ils ont du mal à comprendre qu'une femme se sépare de son mari. Alors imaginez à l'époque. Ils faisaient courir des rumeurs sur moi, ils me méprisaient. C'est alors que j'ai tenté de me suicider en avalant du poison. C'est après que j'ai changé. J'étais déterminée à prouver que je valais quelque chose. C'était le début de mon combat, le début de mon voyage. À l'âge de 16 ans, Kalpana décide de partir pour Bombay, avec quelques économies et ses seuls talents de couturière. Ouvrière dans une usine de confection, elle économise patiemment un petit pactole. Il lui servira à racheter une usine de métaux et à investir dans l'immobilier. Son premier coup de maître sera l'achat d'un terrain au nord de la ville. Elle le revendra à prix d'or en profitant de la flambée des prix. C'est à ce moment-là que j'ai investi tout ce que j'avais. Moi, une femme et intouchable en plus. C'était historique, parce que depuis toujours, le reste de la société a traité les gens de ma caste comme des esclaves. Bien sûr, il a fallu que je me batte. Mais je suis heureuse, parce que j'ai un peu réussi à écrire l'histoire. Kalpana, dont l'audace et le courage ont eu raison des préjugés et des exclusions. C'est aussi le secret de l'Inde, un pays où tout est possible. Si elle est aujourd'hui à la tête d'un puissant groupe d'immobilier et de matériaux de construction de BTP, elle est contre le luxe tapageur qu'elle trouve indécent par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est depuis ce modeste bureau du centre de Bombay qu'elle continue d'investir. Voilà le projet tel que nous l'avons imaginé. Pour le moment,
L'idée est de faire un hôtel de 105 chambres. Ce ne sera malheureusement pas un 5 étoiles. Les chambres sont trop petites pour qu'on puisse en faire un palace de luxe. Pour lancer les travaux, il faut qu'on mette 4,5 millions d'euros sur la table. Kalpana travaille avec sa fille Sima. Diplômée de l'Université de Londres, la jeune femme de 30 ans a décidé de suivre les traces de sa mère. Regardez, l'aspect extérieur du bâtiment devrait ressembler à ça. Il y aura de la pierre apparente. En plus d'un centre d'affaires, nous voulons lancer un café start-up. Les gens pourront échanger des idées en prenant un chai ou un café. Le projet de Sima Saroj, c'est le développement de ce bâtiment du centre-ville de Bombay. Il fait partie du patrimoine immobilier de sa mère. Valeur du bien, 120 millions d'euros. Ici, c'est le gros point fort de l'endroit. Une vue unique sur le centre-ville de Bombay. Il y a le port, Victoria Station de ce côté, le Taj de l'autre côté. Les gens vont adorer s'installer ici en soirée. À 30 ans, la carrière de businesswoman de Sima est déjà toute tracée. Mais à la différence des héritiers milliardaires, Sima sait les sacrifices que sa mère a dû consentir pour en arriver là. Je pense qu'elle nous a préservé, moi et mon frère, des soucis qu'elle pouvait avoir dans ses affaires. Pour nous, elle a toujours montré le côté positif, toujours été la mère aimante, loin de ses soucis. Ce n'est qu'en l'écoutant répondre à des interviews qu'on découvre ce qu'elle a pu vivre. Malgré les projets à plusieurs millions d'euros qu'elle gère, la famille Saroj ne s'est pas enfermée dans une bulle de luxe. Pas de grand appartement dans les quartiers chics. Elle habite dans ce bâtiment de la banlieue nord de la ville. Le dimanche, Kalpana reçoit chez elle en toute simplicité. La porte reste ouverte toute la journée aux proches, aux voisins, mais aussi aux pauvres qui viennent demander de l'aide. Vous avez apporté des photos de vos filles? Oui, elles sont avec moi. Je vais vous les donner. Ce couple vient de son village. Ils viennent de faire 15 heures de bus pour lui faire part du mariage de leurs deux filles. Voilà 50 000 roupies pour l'organisation du mariage. C'est pour vous. Ça vous va? Parfait. Le problème est réglé. 50 000 roupies, soit près de 700 euros. Pour cette famille de fermiers, c'est l'équivalent d'une année de revenus. Regardez, ils pleurent maintenant. Ce sont des larmes de joie. Alors, vous allez faire quoi de cet argent? Je vais rentrer au village et je vais pouvoir lancer les préparatifs. Préparer les tentes pour la cérémonie, tout ça. Elle est qui pour vous? C'est un peu notre déesse. De par ses origines, Kalpana Saroj, la philanthrope, est une exception dans le monde des nouveaux riches indiens. Elle n'a pas encore atteint le niveau des plus grandes fortunes, qui se comptent en milliards. Chez ces nouveaux manias, tout, l'excès et la démesure, font partie du spectacle. Plage de sable fin bordée de cocotiers, Goa, sur la côte ouest de l'Inde, c'est le terrain de jeu des milliardaires qui veulent échapper aux grandes métropoles le temps d'un week-end. Mais la plage, si belle soit-elle, est trop petite quand on s'appelle Singania. On part pour un petit week-end entre vieux copains d'école. Quelques-uns viennent même de l'étranger. Gautam Singhania est un des plus célèbres milliardaires d'Inde. Il dirige la plus grande marque de prêt-à-porter du pays. À 50 ans, le roi du textile est à la tête d'une fortune estimée à 1,5 milliard d'euros. Quand il part en week-end, c'est sur son yacht Ashena, un palace flottant de 50 mètres de long sur 3 niveaux, entièrement construit en bois précieux. Ce luxe, il le promène sur toutes les mers du monde au gré de ses envies, de l'océan Indien à la Méditerranée. Oui, j'aime bien voyager. Parfois, je prends mon yacht et on va jusqu'aux Maldives. J'aime bien là-bas, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Le sud de la France, c'est juillet-août. À cette époque, Goa, c'est la mousson, donc on ne peut pas vraiment venir ici. Alors on varie les plaisirs.
Il n'est que 11h du matin, mais c'est une fête sans complexe qui a déjà commencé. Le week-end débute toujours par le cocktail du chef. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Il n'a pas mis trop de vodka pour le Bloody Mary. Non, non, non. Il ne faut pas gâcher un Bloody Mary. Ne le fais pas trop fort quand même. Ne t'inquiète pas, il y aura de la glace. Relax, vieux. Pour ses vieux copains d'école, le week-end à Goa, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Les petits déjeuners en particulier. Au menu, omelette à la truffe, caviar, chocolat japonais et grand cru millésimé. Champagne et caviar pour tout le monde. On se connaît depuis qu'on a 8 ans. Ça fait 40 ans et ça continue. Pas vrai, Gotham? Ça fait 40, 42 ans, non? Quelque chose comme ça. C'est Gotham lui-même qui a organisé la balade et fait venir les produits de Londres par avion. Le temps d'un week-end, il ouvre à ses fidèles amis les portes de sa vie de milliardaire. Est-ce que Gotham aime le luxe? Il n'aime pas le luxe, il adore le luxe. C'est-à-dire? Il a eu du succès dans tout ce qu'il a entrepris. Donc naturellement, il veut le meilleur. Que ce soit à Bombay ou ici à Goa. Donc oui, il aime le luxe. Il y a pas mal de gens qui sont encore plus riches que lui, mais ils n'ont pas son mode de vie. Parce que c'est facile de dire je veux un yacht, un jet privé. Après, il faut encore savoir prendre le temps d'en profiter. À la fin de la matinée, la bande de cinquantenaires est déjà retombée en adolescence. Il n'y a que la taille et le style des jouets qui ont changé. Si Goa est devenue le défouloir des milliardaires, c'est parce qu'elle est à côté de leur ville Bombay. La mégalopole de plus de 20 millions d'habitants recense la moitié des super riches du pays. Leur dernier caprice, c'est de se faire construire une tour en plein cœur de la ville. Certaines sont estimées à plus d'1 milliard d'euros. Ces 37 étages qui dominent le front de mer sont la future résidence de la famille de Gautam Singania. Seule partie aménagée de la tour pour le moment, ces 2 niveaux dédiés au business familial, le textile et à leur célèbre enseigne, Raymond. Cette entreprise est un monstre de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 60% de parts de marché et 3000 magasins dans tout le pays. Aujourd'hui, le grand patron du groupe inspecte le fleuron de son enseigne. Comment vont les ventes? Très bien, on a atteint les 280 000 euros hier. Et pour novembre? Oui, on a rempli les objectifs. Et les ventes de tissus? Très bien aussi, on est à 4-5% de plus que l'année dernière. Et la nouvelle ligne de chemiserie? Ça marche très bien. En 2-3 jours, tout a été vendu. Vraiment? Oui, surtout les chemises à motifs. Super. La marque Raymond a été lancée par sa famille au début du XXe siècle. Elle était en perte de vitesse quand il a pris la place de son père dans le fauteuil de PDG en 2000. La vénérable entreprise avait besoin d'être dépoussiérée, diversifiée. Grâce à Gotham, Raymond fait aujourd'hui dans le haut de gamme et la valeur ajoutée. Ce tissu se vend à peu près à 4 000 euros le mètre. Un costume fait avec ce tissu reviendrait à 14 000 euros. Et je ne parle que du tissu. Il y aurait en plus la couture, les retouches, etc. C'est là où nous sommes forts ici à Raymond. On a un tissu pour tout le monde, du chauffeur de taxi au PDG des grandes entreprises du pays. Tout le monde s'habille en Raymond. Dans ses boutiques, le boss du textile indien porte le costume cravate. Mais en dehors, il est plutôt sport. Parce qu'une journée dans la vie de Gautam Singania, c'est un sprint du début jusqu'à la fin. Et pour se déplacer à Bombay, le plus rapide, c'est l'hélicoptère. Le meilleur moyen pour éviter les bouchons. Au nord de la ville, le siège de l'entreprise. Un véritable campus à l'américaine pour les 1500 employés qui y travaillent, entre palmiers royaux et gazons impeccables. Donc tout le monde est au garde à vous quand vous arrivez ici? Ouais, c'est une vieille tradition. Ici, les Singania règnent en maîtres.
depuis qu'ils ont racheté une vieille usine de laine au début du XXe siècle. Alors quand le patron arrive pour préparer la nouvelle collection, la tension monte d'un cran. Présenter des nouveaux produits à notre PDG, c'est très difficile, parce qu'il est très exigeant sur les innovations. Et il connaît les matériaux par cœur. En regardant un textile, il est capable de deviner la matière utilisée, s'il y a du synthétique, du cachemire ou de la pashmina, et il est très dur à convaincre. Le boss arrive. Son équipe a 30 minutes pour le convaincre et le surprendre. Ce qu'on a essayé de faire, c'est élargir notre champ de recherche. Et on se dit que les tissus techniques sont un axe intéressant, qui offrirait plus de possibilités. C'est ce qu'on a appelé le développement technosmart. Ok, laissez-moi deviner la matière. Synthétique? Avec de la laine? Oui, il y en a un peu, environ 30-35%. Le prince du textile indien est ici au cœur du business familial. Ce sont ces fibres en laine que sa famille travaille depuis un siècle qui l'ont fait roi. D'ailleurs, comme tout bon souverain, Gautam Singania a sa cour et son protocole. Ici, c'est l'antichambre du pouvoir. Derrière cette porte, la salle du trône, à la gloire du milliardaire et de sa famille. Je préfère mettre des vieux souvenirs, des photos sur ce mur, plutôt que des peintures qui n'ont aucun intérêt pour moi. Les Singania sont une vieille famille de la province du Rajasthan. Ils font partie de la communauté des Marwaris, des marchands parmi les plus riches du pays. Alors vous avez grandi avec cette idée qu'à un moment viendrait votre tour à la tête de l'entreprise? Oui, disons qu'on m'a préparé à ça. C'est le système Marwari. On vous entraîne pour que vous repreniez les rênes de l'entreprise. C'est ce qu'on attend de vous. Et que ce soit pendant les discussions, autour d'un repas, le soir à la maison, beaucoup de discussions tournent autour du business. C'est comme ça que j'ai appris. Notre famille Marwari vient d'un petit village du Rajasthan qui s'appelle Shekhawat. On nous appelle d'ailleurs les Marwari Shekhawati. Et je ne sais pas vraiment pourquoi les gens de ma communauté sont tous devenus des businessmen importants. Une fibre pour les affaires qui a l'air plutôt vivace dans la famille. Ma grande fille est très intéressée par l'idée de diriger l'entreprise. Elle vient ici depuis qu'elle a 5 ans. Elle assiste à des réunions, elle se balade dans les couloirs. Elle est très curieuse de ce qui se passe ici. C'est bien, mais on verra, elle est encore très jeune. Une femme à la tête du groupe, ce serait un tremblement de terre dans ce monde d'hommes, attaché à son histoire et à ses traditions. Chez les Marwari, c'est la famille et la communauté qui priment. À la fin de sa journée de PDG, Gautam Singania aime se détendre, sans pour autant ralentir le rythme. Au sein même du campus de son entreprise, il s'est construit son propre circuit automobile. Coût total des bolides et de la piste, près de 250 000 €. Cette discipline qu'il veut lancer en Inde s'appelle le drift. C'est l'art du dérapage contrôlé et des moteurs qui rugissent. Je veux faire la promotion de ce sport. Alors j'organise ce type d'événement 2 ou 3 fois dans l'année. On dit aux gens de venir pour essayer, sans idée de compétition, il n'y a pas de catégorie. C'est avant tout pour se faire plaisir. Les gens sont enthousiastes à l'idée de venir ici et de pratiquer sur ma piste. Alors vous êtes un peu le parrain du drift en Inde? Non, pas vraiment, mais je suis le seul vrai drifter du pays. Loin du textile haut de gamme et des complets vestons, c'est ici que cet accro de vitesse s'offre son shoot d'adrénaline. Ce goût du danger, c'est ce qui fascine les médias indiens, habitués aux frasques des milliardaires. Il a cette passion pour la vitesse et il est le seul à pouvoir se permettre d'acheter ses voitures. Il a 4 voitures de drift, des Ferrari, des Lamborghini, ce qu'il y a de mieux. Et il y a 2 ans, Gautam Singania a décidé de s'offrir le frisson d'une véritable compétition automobile. Nous nous retrouvons sur la ligne de départ où Gautam Singania conserve sa pole position devant Jack Driver. C'est un départ parfait pour Singania.
Malgré ses responsabilités, il a pris le temps de parcourir le monde pour vivre son rêve et faire gagner les couleurs du drapeau indien. Et c'est une nouvelle victoire pour Singania. Ticket d'entrée de ce loisir du dimanche, 1 million d'euros. À ce prix-là, la vidéo souvenir ressemble à un teaser de film d'action. Pour sa première année, le novice a fini 4e mondial. Et ce soir, il célèbre sa saison dans ce club chic du centre de Bombay. Le maître des lieux lui-même rappelle la dimension de son exploit. Je dois vous dire qu'à mes yeux, cette compétition est la plus dure qui soit dans le sport automobile. Beaucoup plus dure que la Formule 1. Plus question de chiffre d'affaires ou de collaborateurs. Gautam Singania, le pilote, s'offre un bain de foule avec ses admirateurs. Ultra ambitieux, mégalo, les Maharajas d'aujourd'hui se rêvent en héros de l'Inde moderne. Mais au pays de Gandhi, où 40 millions d'enfants souffrent toujours de malnutrition, certains de ces nouveaux nababs s'arrangent pour ne pas payer d'impôts. L'Inde est le premier pays au monde au classement de l'évasion fiscale. Il y aurait plus de 500 milliards d'euros cachés à l'étranger. Le milliardaire flambeur ne payait pas ses dettes. Comment un milliardaire qui doit des millions d'euros a-t-il pu quitter le pays? Son passeport a été annulé par le gouvernement. Voici le symbole de ces mauvais payeurs. Vijay Mallya, le patron des boissons Kingfisher, surnommé le Richard Branson indien. Amateur de luxe et de jolies femmes, il est aujourd'hui en fuite. Après avoir fait fortune grâce à l'alcool, le roi de la fête a voulu avoir ses avions. Il a lancé une compagnie aérienne haut de gamme au moment où le ciel indien était déjà surchargé. La hausse des prix du pétrole a fini de couler son rêve et de creuser sa dette. Tous les biens indiens de Vijay Mallya sont censés être mis aux enchères pour payer ses créanciers. Mais plusieurs mois après la fuite du milliardaire, ses voitures de collection brillent toujours dans les vitrines de cet immeuble de New Delhi comme un pied de nez au fisc. En caméra cachée, nous découvrons le garage secret du docteur Mallya. Bonjour. Bonjour. 40 voitures de luxe rutilantes, le petit musée de ce grand collectionneur. Il ne conduisait jamais ces voitures, Vijay Mallya? Non. Il laissait ses voitures ici, c'est tout. Et vous pensez qu'il y en a pour combien ici? Oh, ici, à mon avis, il doit y en avoir pour 6-7 millions d'euros peut-être. Le garagiste nous dira même qu'il existe un autre entrepôt plus grand au sud de la ville, et pas l'ombre d'une saisie pour rembourser ses dettes. Personne n'est venu voir ces voitures pour les évaluer ou bien pour les acheter? Non, non. Mais ça appartient à Monsieur Mallya ou à l'entreprise? Oui, à l'entreprise. Mais l'entreprise est toujours à lui. Oui, c'est toujours le cas. Donc ces voitures sont toujours les siennes. Ces bijoux, il les a laissés derrière lui au moment de prendre la route de l'exil, ou plutôt de sa retraite dorée. Nous sommes partis sur ces traces qui nous ont d'abord menés en France, sur la Côte d'Azur. Au large de Cannes, il est le propriétaire d'une des plus belles résidences de la région, sur l'île de Sainte-Marguerite. Une des plus chères aussi. Sa villa, le Grand Jardin, est estimée entre 30 et 40 millions d'euros. Pour les habitants de l'île, le flambeur extravagant est un résident sans histoire, mais pas ordinaire. Il a réussi à se faire accorder quelques passe-droits. Il se déplace comment dans l'île? En voiture. Une voiture ou une camionnette. Mais c'est une île piétonne, non? Il n'y a pas de véhicule? Oui, mais c'est le seul qui est autorisé. On sait qu'il a 2 gros bateaux dans le coin aussi. A priori, il aurait un bel appartement à Monaco. Je pense que tout va bien pour lui de ce côté-là. Si le Grand Jardin est son havre de paix, Monaco est son défouloir. Les soirées qu'il organise pendant le Grand Prix de Formule 1 sont restées dans toutes les mémoires, comme ici il y a 3 ans. Parce que Vijay Mallya aime la fête dans toute sa démesure.
Clément de Souza a été son DJ attitré pendant 20 ans. Ces soirées, il les a vécues de l'intérieur. J'ai joué pour ces fêtes à Monaco pendant les Grands Prix de Formule 1. Il faisait ça sur son yacht, un énorme bateau. Il m'a fait venir plusieurs fois en jet privé pour venir jouer chez lui. Il se décidait souvent à la dernière minute en se disant subitement « Aujourd'hui, je veux faire la fête ». Et ça se passait souvent dans la boîte de nuit de sa villa à Goa. Son 50e anniversaire a été un énorme événement. Il a fait venir Lionel Richie et Enrique Iglesias par avion pour l'occasion. 4 jours de fête non-stop. Cette vie de fête s'est arrêtée il y a 1 an, quand le flambeur est tombé avec fracas. Quand il est parti d'Inde, c'est à Londres qu'il s'est réfugié. Nous nous y sommes rendus. Vijay Mallya a le statut de résident britannique depuis plus de 20 ans. Il était attiré par l'Angleterre et sa fiscalité. Il profite aujourd'hui de sa discrétion. Notre demande d'interview est restée sans réponse. Le milliardaire se terre derrière les murs de son manoir au nord de Londres. Mais nous avons fini par l'apercevoir en mars dernier. Quand la saison de Formule 1 a recommencé, le péché mignon de Vijay Mallya. Il n'a pu résister à l'envie de s'afficher avec sa nouvelle voiture devant les caméras du monde entier. Et voici la Vijay M10. Le milliardaire en exil ne sort de son silence que pour parler de son sport favori, sa passion. La stratégie est claire. Monsieur Mallya n'a rien à se reprocher. Je ne dois pas un seul euro à aucune banque que ce soit. Ma compagnie aérienne est malheureusement fermée et tout le monde essaye de me faire passer pour le seul responsable. Vous reviendrez pour rendre compte à la justice de votre pays? Pourquoi je devrais? Il faudrait déjà qu'il y ait une poursuite judiciaire qui soit lancée à mon encontre. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vijay Mallya ment, sans l'ombre d'un remords. Une procédure judiciaire pour défaut de paiement a été lancée il y a plus d'1 an. Et quelques jours après notre tournage, le roi des alcools a été arrêté par Scotland Yard pendant plusieurs heures. Il attend son extradition vers l'Inde. Mais la chute de Vijay Mallya n'effraie pas les nouveaux riches. Evan Lutra, le jeune millionnaire, se verrait bien dans le classement des plus grandes fortunes indiennes, celles qui se comptent en milliards. C'est à Londres que nous l'avons retrouvé lui aussi, dans ce 4x4 doré très bling-bling, en pleine opération marketing pour sa nouvelle application Bottle Pop. Londres, c'est le marché parfait pour Bottle Pop. Il y a ici énormément de gens prêts à dépenser et acheter beaucoup de champagne. Et qui ne s'en rappellent pas le lendemain. Comme moi. Les gens sortent, ils achètent de plus en plus de bouteilles, veulent se faire remarquer. Tout ça pour attirer les filles à leur table. C'est le but. C'est un monde superficiel et toujours une compétition. Sur l'application, on peut voir les dépenses de tout le monde. Et nous prenons une commission sur tout ce qui est commandé avec l'application. Avec Bottle Pop, Evan peut encaisser jusque 20 000 € de commission par soirée. Cet argent qui coule à flot à Londres, capitale européenne de la finance, c'est ce qui attire de plus en plus de fortunes indiennes ici. À Londres, les hommes d'affaires indiens ont pignon sur rue. Lakshmi Mittal est l'un des plus gros businessmen ici. Tata, un autre homme d'affaires indien, est le plus gros employeur privé de tout le Royaume-Uni. Si Evan passe beaucoup de temps à Londres, c'est aussi pour y trouver de nouvelles idées de business, quel qu'en soit l'endroit. Ce soir, il a rendez-vous dans une fête foraine avec Stan, un jeune Français de 17 ans. Il cherche des financements pour son projet, un casque de réalité virtuelle destiné aux étudiants en médecine, pour leur apprendre à opérer en conditions presque réelles. Donc si je porte le casque, qu'est-ce que je vois? Je vois un corps à côté de moi et un chirurgien, c'est ça? Oui, vous regardez comment il fait. C'est ça l'expérience. On regarde et on apprend. Et vous avez besoin de combien? Vous devriez savoir combien il vous faut. Oh, pas beaucoup, il nous faut 90 000 € pour bien commencer. Ok, et ces 90 000, ils vont où? Essentiellement dans les salaires. Pour le jeune Français, cette rencontre est très importante pour le financement de son projet. On sait très bien qu'il s'est quand même bien débrouillé, il a 20 ans, il a quand même déjà beaucoup d'argent, il est déjà très connu sur les réseaux sociaux, on peut voir ça, etc.
Evan est séduit par l'idée. Il propose aux deux étudiants de les revoir très vite. Avec des amis de Londres, nous avons créé un fonds d'investissement. C'est pour ça que je voulais vous voir. On cherche toujours de nouvelles pistes. Alors envoyez-moi votre proposition. L'endroit où on se rencontre n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que les gens ont dans la tête. Si vous me rencontrez dans les toilettes et que vous me faites gagner 1 million, je signe. Quelques semaines plus tard, ce seront finalement 580 000 € qu'Evan investira dans la start-up du jeune Français. Le millionnaire ne veut pas seulement régner en Inde, mais compter être connu et reconnu dans le monde entier. Et pour cela, il multiplie les voyages, mais aussi les fêtes, une composante essentielle de son image. 24 heures plus tard, nous le retrouvons à Berlin, dans une berline de luxe. Direction le quartier le plus chic de la capitale allemande. Ce soir, Evan a rendez-vous dans une suite présidentielle à 2 700 € la nuit, avec d'autres millionnaires de moins de 25 ans comme lui, uniquement des hommes. Chinois, Allemands, Russes ou Indiens, ils font tous partie du réseau Rich Kids of Instagram, la jeunesse dorée du monde qui s'affiche sur les réseaux sociaux. Ce groupe, c'est la crème des enfants gâtés d'Internet. Vidéos trash, photos sulfureuses, ces nouveaux riches décomplexés aiment se mettre en scène sur la toile. Ils ont plus d'argent que vous, et voilà ce qu'ils en font, c'est leur message d'accueil sur Instagram. On y retrouve leurs voyages VIP, leur passion pour la fête, le luxe et leurs excès en tout genre. Evan Lutra est l'un des rich kids les plus actifs sur les réseaux sociaux. Il est devenu en quelques années l'une des stars du groupe. Son discours décomplexé et matérialiste touche parfois à la limite de la grossièreté. Je vous propose de trinquer maintenant. J'espère qu'on va bien s'amuser. À ta santé, Evan. Comme je le dis toujours, il faut travailler intelligemment pour savoir faire la fête. Travailler dur, ça ne suffit pas. Et il y a des gens qui travaillent comme des fous sans réussir quoi que ce soit. Et d'autres qui gagnent 1 million en passant un coup de fil. Si les gens veulent dépenser de l'argent comme nous, ils ne peuvent pas être stupides. Les gens stupides n'ont pas d'argent, ils sont fauchés. Ce soir, l'objectif d'Evan est de montrer son argent sur les réseaux sociaux et d'élargir sa communauté de fans. Il y a 200 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Il faut que je leur donne un peu de contenu quand même. Santé. Le repas, arrosé au champagne, sera expédié rapidement.